Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire vos sujets du moment. Alors nous aujourd'hui on va s'intéresser à Miniscrap, toujours. On avait vu lors de la vidéo précédente comment consommer finalement une queue RabbitMQ à travers un petit bout de Python avec Pika tout simplement, donc en Python tranquillement. Et puis ce qu'on avait prévu de voir, c'est comment on allait intégrer tout ça dans PostgreSQL. Donc là c'est la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment on va mettre en place un petit serveur PostgreSQL avec notre provisioning basé sur Vagrant, et puis ensuite on va retoucher notre code Python de consommation de messages pour faire en sorte qu'en même temps que l'on consomme des messages, eh bien on va les enregistrer dans notre PostgreSQL. Rien de très compliqué, et vous verrez qu'il y a un petit élément qu'on commence à préparer. Je pense pas qu'on aille dans le détail dans cette vidéo là, en tout cas c'est pas aujourd'hui qu'on va expliquer les choses, mais c'est quelque chose qui est important un petit peu à prévoir. Donc jingle, et c'est parti. Donc voilà, c'est parti maintenant. Donc si on reprend notre schéma, où est-ce qu'on en est? Donc on a fait notre scrapper, il écrit des messages dans RabbitMQ, et nous là on a déjà commencé lors de la vidéo précédente à développer ce losange là, c'est-à-dire l'inserter, donc l'élément qui consomme les messages pour les écrire dans, en l'occurrence, PostgreSQL. Ça pourrait être tout un tas d'autres types de bases de données. Nous on a choisi PostgreSQL. Si vous connaissez pas trop PostgreSQL, vous allez dans la playlist dédiée à ça, il y a une trentaine de vidéos dédiées à PostgreSQL. Certaines peuvent dater un petit peu, néanmoins ça reste pas mal d'actualité quand même. Donc nous on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Pour faire ça, bien sûr, on va faire évoluer notre Vagrant file. On a notre RabbitMQ qui tourne pour le moment. Donc première chose, on va donc se rendre dans un terminal. Ici c'est notre terminal. Donc j'ai toujours mes éléments, donc insert.py, scrap.py, et j'ai également donc un répertoire Vagrant avec l'ensemble de mes scripts Vagrant que j'ai utilisé pour l'instant, c'est-à-dire Node Exporter, mais ça on y reviendra plus tard, c'est vraiment pas du tout l'objectif, quelque chose que j'utilise très souvent dans les stacks Vagrant, l'install de RabbitMQ qu'on a fait ensemble, et le Xavkey qui ne sert pas à grand chose non plus. Nous aujourd'hui, première chose, on commence par retoucher le Vagrant file, puisqu'il va nous falloir une VM dédiée à notre PostgreSQL. Donc là j'ai déjà ouvert ici un Visual Studio Code, donc on va ouvrir ici le Vagrant file, hop, qui est là. Et là, ce qu'on va faire, donc on l'avait déjà vu ensemble, on va rajouter une ligne, mais elle existe déjà, on va la décommenter plutôt, hop, voilà, comme ceci. Donc une ligne, moi le serveur je l'appelle DPG1, à la base il s'appelle PG1, mais j'ai pas envie de rentrer en conflit avec les autres stacks que j'ai, en tout cas celle qui est déjà aboutie. Et puis derrière j'ai une IP qui reste bien sûr dans le même range d'IP qu'on a utilisé pour notre cluster RabbitMQ. C'est pas forcément indispensable, ce qu'il faudrait c'est surtout que l'inserter où on va le positionner il soit en mesure de communiquer avec les deux serveurs. On va utiliser une machine avec 2 CPU, il n'y a pas besoin de grand chose, et 1024 Go de RAM, parce que vraiment, vous allez voir, le Postgre, il sert juste à stocker 390 lignes, en gros, en permanence, ce qui est vraiment pas grand chose. Et puis, on lui ajoute une typologie, donc un type, une clé de type type, voilà, Postgres. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, ce que l'on va faire, c'est que ici, on va rajouter, donc, quand on atteignait le type RabbitMQ, souvenez-vous, on jouait le script install RabbitMQ, et bien là, quand on va atteindre le type Postgres, et bien on va jouer le script PostgreSQL. Hop là, PostgreSQL. Alors en plus, j'ai changé de clavier, donc ça fait pourtant bientôt un mois que je l'ai et j'ai vraiment du mal à m'y faire, désolé. Donc là on va utiliser un script qui s'appelle install postgresql.sh. Donc nous on va aller tout simplement le créer ici, hop, new file, install postgresql.sh. Alors faites bien attention à comment vous le nommez, PostgreSQL, parce que voilà, assez souvent on peut très bien mettre une chose d'un côté, autre chose de l'autre, et là forcément ça aura du mal à fonctionner. Donc pour l'install de PostgreSQL, donc là on peut repartir sur ce qu'on avait notre petite en tête, mais là, ça, comme je le disais lors de la vidéo précédente, ça sert pas forcément à grand chose. Ensuite, on va récupérer les IP ici localement. Alors je suis pas sûr que ce soit utile.
J'ai tendance à rajouter toujours ce petit bloc là quand j'utilise Vagrant et les scripts que je joue dans Vagrant, parce que assez souvent ça me permet d'une part de les réutiliser d'une fois sur une autre, même si c'est pas forcément utile. Ça permet aussi d'identifier les machines, et ça permet également, si on a un script custom, de l'intégrer directement sans avoir trop à rechercher. Donc première chose, on dit qu'on va démarrer l'installation de PostgreSQL sur l'IP donnée. Et PostgreSQL, ça tombe bien, nous on va l'installer vraiment de la manière la plus simple du monde. Nous on veut un truc en mode silence, hein. On veut pas d'entendre apt surtout. Donc apt install-qq, donc mode quiet, -y, faut pas oublier le -y parce que sinon on reste planté sur l'install. Et PostgreSQL, donc. On redirige l'erreur et la sortie standard, tout ça vers dev nul, pauvre poubelle. Donc, ensuite, on va démarrer notre cluster, notre instance PostgreSQL. Donc là, on va faire un pg underscore ctl, donc pg ctl pour le contrôle client, le contrôle du cluster. Donc pg ctl cluster 13 main start. Donc ça c'est le principe, c'est-à-dire qu'on utilise l'instance main en version, donc on est sur un PostgreSQL 13 et start. Si jamais vous n'êtes pas sur la même version de PostgreSQL, n'hésitez pas à adapter ici bien sûr. Alors ensuite, on va faire deux retouches au niveau de la configuration de notre serveur, puisque Postgres de base n'est pas configuré par défaut pour écouter sur l'ensemble des interfaces. Nous on va écouter sur l'ensemble des interfaces 0.0.0.0. On réutilise pas l'IP qui est là, parce que des fois avec les interfaces avec Vagrant, vaut mieux écouter sur tout. Quand on est en mode test, c'est pas la peine de s'embêter de trop. Et ça, on utilise bien sûr le double chevron. On va mettre un listen, donc c'était à 0.0.0, et on va mettre un double chevron. On va venir éditer le postgresql.conf, donc qui est le principal fichier de configuration de PostgreSQL. Donc dans slash etc PostgreSQL, le numéro de version, main, donc qui est notre instance, et les éléments. Ensuite, il y a une deuxième chose à faire, et ça, il ne faut pas oublier de le faire. Généralement, quand on démarre avec Postgres, on a tendance à oublier de le faire. C'est pas le tout de dire on écoute sur toutes les interfaces, mais il faut aussi gérer les droits d'accès, on va dire d'un point de vue socket réseau, pour permettre à des utilisateurs de venir se connecter à notre socket Postgres avec différents filtres possibles. Le filtre qui est possible, c'est la manière dont on s'y connecte, la database en question, le user en question, le range d'IP, ou l'IP en question, et le type d'authentification. Donc là, en l'occurrence, nous, on est sur un host. On utilise la base de données, elle va s'appeler CryptoList. Le user, il s'appellera Crypto. Et nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les machines qui sont dans le range d'IP de notre cluster, de nos machines mini-scrap, eh bien, elles soient acceptées. Donc, on va prendre le /24 de 192.168.13.0, donc /24, l'intégralité, et puis l'authentification, tout ce qui se connecte en MD5, puisqu'on va se connecter, nous, avec un password. Et on va mettre un double chevron pour rajouter tout ça dans le fameux fichier qui s'appelle pg_hba.conf. Combien de fois vous allez avoir, donc, si vous utilisez PSQL, -petit h, -user, -grand U, pardon, le user, le nom de la base de données, et puis vous allez faire ça, pof, et là vous allez recevoir un message qui va vous dire « Ah, mais la ligne n'est pas prévue, dans le pghba.conf pour que vous puissiez vous connecter avec le user Tartampion. » Eh bien, c'est ici que ça se passe, et c'est cette ligne qui nous permet d'éviter cette erreur, on va dire. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait un restart de PostgreSQL. Alors le restart, il est indispensable, je crois, pour le changement des interfaces, en tout cas le listen all, qu'on va dire. Sur le PGHBA, il me semble qu'un simple reload doit suffire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a dit qu'on avait une base de données qui s'appelle CryptoList. Eh bien, on va aller créer cette base de données. Donc pour ça, on va lancer directement en tant qu'utilisateur Postgres, quand on est sur le serveur, PSQL-c, et on va lui passer un create database CryptoList. Donc là, on crée une base de données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Donc on a dit que notre utilisateur, il s'appellerait Crypto. Donc sudo -u PostgreSQL PSQL-c pour passer une commande de SQL, create user crypto with password crypto, pardon.
Donc ensuite, eh bien, on va faire l'association des deux, c'est-à-dire qu'on va donner les droits à notre utilisateur crypto de se connecter à la database et de prendre, on va dire, tous les droits possibles sur la database CryptoList. Et donc ça, hop, une fois qu'on a fait ça, voilà, c'est bon. Ensuite, donc, on va continuer tranquillement. Alors, ce qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est lancer notre Vagrant file. Comme ça, on va le tester, on va continuer à avancer en même temps. Donc, pour faire ça, on va ouvrir deux fenêtres. Et là, on est en mesure de faire un Vagrant up DPG 1, comme ceci. Je réfléchis si j'ai bien... Ouais, ok. DPG 1, et donc là, c'est parti, il va l'installer. Donc, pendant ce temps-là, on va continuer à avancer tranquillement. Alors ceci, ça devrait aller assez vite. J'ai déjà un client PSQL. Vous pouvez installer PostgreSQL-client éventuellement avec un apt install, etc. Ça va me permettre juste de tester la connexion puisque ma machine par défaut utilise donc la première IP de mon réseau sur lequel est présent mon DPG1. Donc du coup, je peux tester la connexion avant pour être sûr que si j'ai une erreur, ça vient bien de mon code, mais que ça ne vient pas de la configuration de mon PostgreSQL. Ensuite, donc, on va continuer, hop, comme ceci. Donc là, il fait sa petite installation à côté. On va venir continuer. Hop, je remets tout comme il faut. Donc une fois qu'on est arrivé à ça, on va pouvoir s'intéresser à adapter le code de notre inserteur. Donc là, on repart exactement du code qu'on a eu lors de la précédente vidéo. Donc première chose à faire, on va devoir se connecter à Postgres. Pour ça, on va utiliser une librairie qui est très connue au niveau de Python, c'est PsychoPG2, pardon. J'aurais tendance, j'aimerais pouvoir le prononcer en un mot, si vous avez le nom exact, ça serait cool, PsychoPG2, éventuellement, PsychoPG2, ouais, moi j'aurais mis Psycho2PG, enfin bref, j'ai toujours des erreurs par rapport à ça dans ma tête, c'est rien de grave, vous inquiétez pas, c'est psychologique. Donc là, il est en train d'installer toujours notre Postgres, donc on va continuer. Donc là, on va installer ça. Pour installer ça sur notre machine, on fait un pip install PsychoPG2. Éventuellement, vous pouvez avoir des messages d'erreur avec cette lib. Des fois, on a des difficultés pour l'installer. C'est notamment une lib qui est installée, qui est utilisée également par Ansible pour manager Postgre. Donc, si vous rencontrez un souci avec, et ça c'est valable pour pas mal de trucs avec pip, vous pouvez passer directement par le paquet apt. Donc, vous faites apt install Python 3, puisqu'on est en Python 3, PsychoPG2 et vous lancez l'install et généralement ça peut se passer un petit peu mieux comme c'est comme ça. Alors ensuite on va continuer, donc il fait toujours sa petite installation à côté. Donc ensuite on va s'intéresser à la connexion de notre PostgreSQL. Donc là on avait une connexion ici à notre RabbitMQ. Je vous disais, le clavier, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que c'est un mécanique et j'ai jamais utilisé de mécanique et j'avoue que j'ai du mal. Derrière, donc du coup, on va créer une connexion. Alors on avait déjà un truc qui s'appelle connexion, l'idéal ça serait de typer, dire connexion RabbitMQ d'un côté, connexion Postgre de l'autre, là on l'appelle con, et on va utiliser donc notre fameux PsychoPG2, et on va utiliser la méthode connect. Donc cette méthode, elle va permettre tout simplement d'initialiser une connexion, donc en tout cas de définir les paramètres d'une connexion, en l'occurrence la database, alors vous l'aviez au survol, voilà, la database, alors je sais pas si on le retrouve, ouais c'est un DSN, hein, donc c'est vraiment la totale, c'est un peu plus complet, donc la database, le user, le password, le host et le port. Alors ça tombe bien, la database c'est CryptoList, le user c'est crypto, le password c'était password, ce qu'on a défini. Ensuite là on fonctionne par IP parce qu'à l'extérieur de mes VM, de mes VM qui sont créés par Vagrant, je n'ai pas édité le etc host, etc. Donc j'ai pas de pseudo DNS on va dire. Donc là je mets l'IP en dur et j'ai mon port. Alors n'oubliez pas, hein, comme je vous disais lors de la vidéo précédente, tout ça on refactorisera, on reverra comment on fait pour stocker ça dans YAML, utiliser donc une configuration à travers YAML plus tard. Donc là, avec ça, on a initialisé une connexion. Donc là, on a notre PostgreSQL à côté qui tourne. Donc on peut le tester. Donc on va faire un PSQL, ça tombe bien, on va réviser
la connexion qu'on vient de voir précédemment. Donc on a dit qu'on était en 192.168.13.203, je crois. Notre utilisateur grand U avec Postgre, donc crypto comme ceci. Ensuite la base de données crypto list comme ceci. Donc là il va me demander le password normalement. Alors ça tombe bien, c'est pas la bonne IP, je prends 192. Ah, c'était 204, perdu. J'ai confondu avec le RabbitMQ, je pense. Donc ici, comme ceci. Alors, 192. Ah, 192. 192. Hop, voilà. Alors, 192, 168.13.204. On a dit 13.204, yes. Logiquement. Qu'est-ce qui arrive? On va pinguer, c'est pas grave. Hein. Hop là. Décidément. Ping. 192.168.13.204. Comme ceci. Ça fonctionne effectivement. Alors, on va s'asseoir correctement déjà. C'est bien petit H ou grand H? Non, c'est bien ça. Tirer grand U, ouais. On va faire un VSSH sur DPG1. Hop. Ouais, je sais pas comment faire grand, ça marche pas. Voilà. DPG1. Alors, je vais débugger. On va regarder ça normalement. J'ai un problème avec la machine, a priori. Non, si, ça va. Donc on va faire un sudo -s, on va se mettre directement root, système ctl, status, système ctl, status, PostgreSQL. Hop là. Donc il est bien démarré, notre Postgre. On va faire un netstat-top comme ceci. On a bien le 5432 qui écoute sur toutes les interfaces, donc il n'y a pas de raison, logiquement, sauf si je me suis trompé. Voilà, donc là ça marche. Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on a peut-être été trop vite pour le test, mais il n'y a pas de raison. Donc, ici, si on tape password, toc, très bien, vous voyez qu'on a notre cryptolist qui sort, donc ça c'est cool. Donc on est connecté à notre base de données en question. Maintenant on va continuer à dérouler les modifications, toujours. Donc on a notre connexion à notre Postgre. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on l'avait vu lors de la vidéo précédente, on va d'abord, on va continuer dans l'ordre. Première chose, donc on va avoir besoin de se connecter. On fait un bloc où on va créer une database si elle n'existe pas, une table si elle n'existe pas déjà. Donc première chose, on va utiliser notre connexion. On initialise la connexion avec un cursor. Donc ça permet d'utiliser PostgreSQL, notamment de lui passer des requêtes derrière. Donc on va utiliser ce cursor. Et ce cursor, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter du SQL avec. Et alors là, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien tout simplement, comme on l'a évoqué, hein, c'était le cas avec RabbitMQ, où on avait la possibilité de faire en sorte que notre queue RabbitMQ, nos exchanges soient créés indépendamment du code, mais également dans le code. Ben là, on va créer directement la table à partir de notre code Python. Donc pour faire ça, on va faire un create table if not exist, hein, parce que si vous ne mettez pas le if not exist, quand votre code va se lancer, ben, il va planter, et puis si la table existe déjà. On va créer une table qui s'appelle cryptoref, donc c'est notre référence, c'est notre table de référence. Et on va vouloir stocker l'ensemble des éléments qu'on a injectés dans notre queue RabbitMQ. Donc on va vouloir injecter le code de nos cryptos, et comme on sait que ça va être une valeur unique, on va le stocker en varchar 255. Alors ça c'est un petit peu la manie facile de dire je mets un varchar et je mets un gros truc. Bon, en l'occurrence ça correspond à peu près à ça, parce que on ne sait pas exactement la taille des valeurs qu'on va récupérer. On sait que grosso modo ça va être une dizaine de caractères maxi, mais bon, on sait jamais, on prévoit un petit peu large. Ensuite on va avoir la date create, donc là c'est la fameuse date de récupération de la valeur. Ça c'est un timestamp. Ensuite on va avoir le title, donc c'est forcément, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente,
à l'opposition du code qui lui c'est vraiment une valeur, quelque chose, un identifiant on va dire de la crypto elle-même. Le title ça va être quelque chose de beaucoup plus lisible au niveau de la crypto. Là encore un varchar 255 suffit largement. Ensuite, on a deux colonnes supplémentaires, le scrap begin et le scrap end. Alors là, ça a quel intérêt? L'intérêt de ça, c'est quand on va vouloir scraper nos cryptos, donc on va avoir 290 cryptos. On va faire un petit schéma. 390 cryptos, donc on va avoir nos cryptos qui vont être dans notre tableau comme ceci, toc, toc. Et on va avoir la crypto 1, on va avoir ensuite la crypto 2, hop là, la crypto 3, etc., etc. Et là, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on veut prévoir, autant pour le scrapper de base, j'ai pas besoin de prévoir de scaling parce que finalement récupérer 390 données de valeur et les injecter dans un PostgreSQL, pour ça j'ai pas besoin de scaler, de prévoir de scaler, effectivement. Par contre, pour chacune des valeurs, le fait d'aller scraper, d'ouvrir la page Yahoo, parce que c'est ce qu'on va faire plus tard avec du code Go, donc prendre une crypto, ouvrir sa page, récupérer les éléments que je veux de cette crypto-là, bah ça potentiellement je veux pouvoir le scaler, c'est-à-dire que je veux pouvoir faire en sorte d'avoir un à plusieurs applicatifs qui jouent ce même rôle-là. Sauf que derrière se joue la notion de concurrence quand on fait du scaling, c'est-à-dire qu'en fait, derrière je vais avoir des applicatifs ici, hop, voilà, toc, qui vont être prêts à consommer, en tout cas faire le travail d'aller récupérer les valeurs que je veux pour chacune des pages, donc la page de la crypto C1, la page de la crypto C2, la page de la crypto C3. Sauf que, moi ce que je veux pas, c'est le cas de figure où un des applicatifs récupère la crypto C1, puis l'autre récupère la crypto C1 également, etc. Donc là, d'une part, la scalabilité, elle n'est pas intéressante. D'autre part, il faut que je prévoie de faire de l'upsert pour pas me retrouver avec des valeurs qui vont être incohérentes, mais quoi qu'il arrive, ça va être relativement difficile. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est un système pour dire, bah non, en fait, C1, c'est lui qui va s'en charger, C2, c'est lui qui va s'en charger, etc. Alors moi, je fais pas l'attribution d'une crypto à un applicatif, ce qui n'est pas forcément terrible, hein. Derrière ça a d'autres effets négatifs. Par contre là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement la date de début de scrap, donc ici on va voir le début, et le timestamp, hein, plus exactement, pas la date, et on va avoir la fin de scrap de C1. Donc là, on est bien sur un autre scrap, hein, pas le scrap qu'on a déjà réalisé. Là, on va être sur le scrap des valeurs unitairement, donc pour chaque crypto. Donc ça, on va avoir du début, du fin, et ça, on va l'avoir pour chacune des cryptos. Hop, si je fais comme ceci, on va l'avoir ici, on va l'avoir ici, et on va l'avoir ici. Toc. Et là, qu'est-ce qui va se passer finalement? Alors, au tout début, on va avoir un cas particulier à gérer, mais ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Mais avant, ce qui va se passer, c'est que quand on voudra scraper, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah, tant que début n'est pas supérieur à fin, voilà, le timestamp de début n'est pas supérieur au timestamp de fin, ça veut dire que cette valeur-là n'est pas en cours de traitement. Puisque si la valeur est en cours de traitement, généralement, le timestamp de début de scrap de la page est supérieur à celui de la fin, puisque c'est celui du scrap d'avant. Donc en gros, derrière dans notre code, il faudra prévoir l'édition du timestamp au début et à la fin. Et derrière, donc du coup, on va renseigner ces deux éléments-là, ici, comme ceci. Et donc ce qui va se passer, quand on commence, eh bien, on va éditer le timestamp de début. Quand on finit, on édite le timestamp de fin. Et donc de fait, ça revient ensuite à pouvoir sortir cette liste-là par simple requête SQL et dire, ok, sors-moi la liste de toutes les cryptos dont la date de début est inférieure à la date de fin, et ça veut dire qu'il faut les traiter. Et donc derrière, je suis en mesure ensuite de pouvoir répartir les cryptos comme ceci et dire, ok, là du coup, quand j'ai le cas de figure où c'est supérieur, c'est comme ça. Si c'est pas supérieur, bah, je traite pas, et si c'est si la date de début est supérieure, pardon, je traite pas, si elle est inférieure, je traite. Donc ça, c'est le principe qu'on mettra en œuvre de toute façon dans le code, même si vous n'avez pas complètement
piger le truc, mais c'est souvent quelque chose qui est fait en matière de scaling. Soit on le fait comme ceci, soit on fait par l'attribution d'une crypto. Donc on va dire, tiens, on l'attribue à tel applicatif, etc. Mais le problème, c'est que les applicatifs, ils peuvent tourner, etc. Donc c'est pas forcément non plus facile à faire. Donc c'est une table, ce qu'on peut appeler une table d'état, puisque ça représente donc notre référentiel et l'état des travaux, des jobs à réaliser pour l'ensemble des lignes de notre référentiel. Et ça, on est capable de repartir avec, c'est-à-dire que si brusquement notre applicatif se termine, bah, il faut prévoir juste le petit truc qui va nous permettre de dire « Ah ok, ce que j'ai traité c'est ça, et ce qui reste à traiter c'est ça ». C'est exactement ce principe-là. Donc là, c'est ce qu'on retrouve, hein, ni plus ni moins finalement, avec scrap begin, donc on est sur un type timestamp, et scrap end, on est sur un autre type timestamp. Alors on avance tranquillement. Donc derrière, une fois qu'on a mentionné qu'on voulait créer cette table, il faut faire, on est en mode transactionnel ici, un commit de notre execute, de la requête qu'on vient juste de passer avant. Maintenant, ce que l'on va réaliser, c'est très simple, on va faire ensuite l'insertion des valeurs. Donc souvenez-vous, l'insertion des valeurs, nous on avait fait un print ici, hein, donc avec la fameuse fonction de callback qu'on retrouve ici. Pourquoi j'ai pas value? Il me manque un truc. Ouais, hop là, voilà. Il me manque value. Ah ouais, ok, je vois pourquoi. C'est pas grave. Donc il me manque value, voilà. Donc value, on l'avait lors de la vidéo précédente. Je sais pas pourquoi je l'ai fait sauter, mais voilà. Derrière, on rajoute cette ligne de SQL. Donc là, c'est une variable qui va définir la requête SQL qu'on va passer avec les variables SQL finalement qu'on va injecter dans notre code SQL. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un insert into la table cryptoref qu'on a vu tout à l'heure, avec le code, la date de création, le title, et puis derrière, donc nous, on ne touche pas au scrap begin et scrap end, puisque celui qui va s'en occuper, c'est le scrapper, hein, donc celui qui a vocation à être scalé, et ça on le verra plus tard, mais c'est du code Go, donc on changera de langage. Derrière, on va injecter donc des valeurs, donc le code, la date create et le title. Et pour les rajouter, on va dire qu'on passe un pourcentage S 3 fois, hein, vous voyez, séparé par une virgule. Et en cas de conflit, on lui dit, et ça revient à faire alors du pseudo upsert finalement. Donc l'upsert c'est quoi finalement? C'est un ajout de ligne si la ligne n'existe pas, mais si la ligne existe déjà, on fait un update. Voilà. Donc ça fait un upsert puisque c'est un insert et un update en même temps, un croisement des deux. Donc en SQL c'est pas très courant. En NoSQL, ou plus exactement en système distribué, on retrouve assez souvent cette notion-là. C'est quelque chose qui est très très pratique. Derrière, donc, Postgres nous fournit les éléments, donc avec du SQL, on peut dire en cas de conflit, donc c'est-à-dire si la ligne existe déjà et sur quel élément tu juges d'un conflit ou pas, c'est sur le code. Donc le code, c'est l'identifiant de la crypto. Donc si on trouve un code qui existe déjà, bien à ce moment-là, on lui dit ok, tu fais rien, puisque de toute façon, on va considérer que rien n'a bougé, le title n'a pas bougé, le code n'a pas bougé, et on garde la date de création. C'est le cas le plus simple, un petit peu à gérer. Et derrière, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va, comme tout à l'heure, on va lancer notre requête SQL. Donc pour la lancer, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut passer la requête SQL, donc le SQL, et on va lui rajouter les values qui sont un tuple et qu'on va passer donc ici et qui va permettre de compléter les valeurs. On va passer aux values. Et derrière, on va bien sûr committer, puisqu'on est en confiance, il n'y a pas de souci. On pourrait faire des vérifications, on pourrait faire d'autres choses, mais nous, on va pas le faire. Alors, on n'a pas tout à fait fini quand on a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on doit prévoir, souvenez-vous, ici, on avait prévu, on try la fonction main, en fait, donc on essaye de la lancer. Et si elle a fini son travail, la fonction main, bah, ce qu'on peut faire, c'est dire on s'assure qu'on clôt la connexion à PostgreSQL pour éviter de maintenir des connexions inutiles. De la même manière, c'est que si on envoie un seek term, donc on mentionne à notre programme de s'arrêter, et bien toujours pareil, on va quand même clore la connexion PostgreSQL. Donc avec ça, on a fait ce qu'il faut. Donc ça roule. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on n'a plus rien dans notre queue RabbitMQ. Eh bien, ça tombe bien. On va aller relancer deux choses.
Donc ici, on va laisser notre PostgreSQL. En dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le scrapper. Je suis... Hop, voilà. Donc on va lancer le scrapper. Hop, voilà. Donc le scrapper, lui, on laisse tourner dans son coin. Hein, vous le connaissez par cœur maintenant. Pour l'instant, donc du coup, hein, si on regarde ici, donc dans notre database, si je fais un anti-slash dt, pour l'instant, j'ai pas de table qui existe dedans. Ok. Donc là, maintenant, on va lancer notre inserter. Hop. Je suis où? Hop. Hop là. Local data reference before assignment. D'où est-ce qu'il me sort ça, lui? Run test data. Ah, ok. J'ai dû avoir un petit morceau qui a sauté. Voilà. Ça, c'est avec le même morceau que de tout à l'heure qui a sauté. Je vous le remettrai dans. Donc, vous avez dans la description tout ce qu'il faut, hein, de toute façon. Voilà, ici le data, c'est juste la récupération du body en format JSON et qui permet ensuite d'interroger data et les clés qui correspondent. Donc bien sûr, si on ne met pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez qu'il est déjà en train d'insérer des données dans la queue RabbitMQ, donc crypto target. Donc on en est à 200. Et bien là, ce qui va se passer, c'est très simple. Alors est-ce qu'on attend? Voilà, il avait fait les 390. Hop. Je ne sais pas pourquoi il y a 290. On a bien récupéré 390. Bizarre. Donc on va faire notre insert. Et là, vous voyez, c'est magique. Donc on s'est connecté à la queue RabbitMQ. On a récupéré l'ensemble des éléments. Alors le plus sympa à faire. Donc là, on a fait le premier. On l'a lancé une première fois. On va relancer un scrap. Voilà. On va ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un select étoile from, et on a dit que on était sur cryptoref, point virgule, toc. Voilà. Et là, on se retrouve avec ce qu'on cherchait à avoir finalement, donc le code de la crypto, la date de création, hein, qu'on a récupéré à partir du message, souvenez-vous, et puis derrière, le title. Donc vraiment le nom un petit peu parlant finalement de notre crypto-monnaie. Et le scrap begin, le scrap end. Donc là je vais juste refermer comme ça. Donc là il est parti pour scraper l'ensemble. Et là ce qui va être intéressant c'est de relancer une fois supplémentaire notre inserter et vérifier que finalement il fait bien rien. Alors le problème c'est que j'avais 290 valeurs, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai peur que si je fais un select count étoile, hop, combien on en a, mais si j'en ai 290, il va quand même faire quelque chose pour la centaine qui nous manque. Voilà. Donc là, il va quand même faire quelque chose pour la centaine qui nous manque. C'est pas grave. Donc on va relancer. Hop. Voilà, donc là, il arrive à 390, je pense. Pouf. Voilà. Donc là, on relance l'inserter. Youp, voilà. Donc là, il a dû faire ce qui nous manque. Si je fais un select count étoile, je suis à 390. Si je relance encore une fois, vous l'avez compris, hein, il va jamais en faire plus que 390, puisque à chaque fois, donc il va aller vérifier si le code existe déjà. S'il existe déjà, on a dit en cas de conflit, tu fais rien. Donc du coup, bah, normalement, aux prochaines insertions, il fera rien quoi qu'il arrive. Là, on est resté connecté avec l'inserter, vous voyez ici. Hein. Donc vous allez voir, normalement, on doit voir les lignes passer quand même, mais en fin de compte, ça ne fera pas évoluer la table en question. Donc là, on va juste attendre le début. Vous allez voir, là, à gauche, ça ne devrait pas tarder à évoluer. Alors, on aurait pu faire un try et dire, OK, si ça existe déjà, ne fait même pas le print, parce que le print, finalement, ne représente rien, puisque finalement, on n'écrit rien réellement dans la base de données, mais on traite quand même les messages. Et là, si je fais un select count étoile, vous voyez, on a inséré, mais pour autant, on n'a rien de nouveau dedans. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. La vidéo est un petit peu plus longue. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, hein, le but c'est pas d'être des champions, c'est vraiment pour les débutants, pour avoir un petit projet pour s'amuser et surtout pour continuer plus loin après, parce qu'on peut imaginer mettre des métriques sur tout ça. On verra le logging, centraliser les logs, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là on l'a fait sur le site Yahoo Finance qui est, on va dire, relativement réduit pour les cryptos, mais on pourrait utiliser d'autres sites, etc. Donc ça pourrait être
être assez cool. Là, il est en train de tourner en boucle, hein, donc on va couper tout ça. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!